Les instruments médicaux sont utilisés depuis des milliers d'années. Des trépans primitifs pour effectuer des craniotomies ont été découverts dans des sites néolithiques. Au Moyen-Âge, les instruments inventés dans l'Antiquité ont continué à être utilisés. Cependant, en raison d'un intérêt insatiable pour les connaissances médicales et les progrès dans le travail des métaux, le Moyen-Âge a conduit à la création d'outils plus durables et sophistiqués. Retournons au Moyen-Âge et découvrons certains des instruments utilisés pour les procédures médicales. Et pendant que vous regardez cette vidéo, il vaut la peine de se rappeler que le Moyen-Âge était une époque sans le luxe de l'anesthésie moderne. Aïe! Merci à Opera GX d'avoir sponsorisé cette vidéo. La plupart des navigateurs web sont génériques et ne sont optimisés pour personne en particulier. Ils sont fades, sans inspiration, et manquent de la magie d'un conte bien ficelé comme un paysan médiéval sans nom et sans histoire. Mais si vous regardez ceci, c'est que nous savons que vous êtes quelqu'un de spécial. Vous êtes le héros de votre histoire et vous auriez marqué l'histoire. Avec le dernier lifting d'Opera GX, leur navigateur est plus personnalisable que jamais. Imaginez une personnalisation approfondie, des mises à jour de design et un vaste univers de modes et d'options de modding pour un contrôle accru des pixels. C'est une navigation conçue pour correspondre à votre style et à votre configuration jusqu'au moindre détail, la rendant complètement à vous. Les autres navigateurs sont assez ennuyeux. Ils se ressemblent et sonnent presque identiquement, manquant de la magie qui les distingue. Personnalisez votre navigateur Opera GX avec des thèmes, sons et visuels reflétant une ambiance médiévale selon vos préférences. Rendez-vous sur gx.to-store pour explorer les modes qui apportent une touche d'aventure à votre expérience en ligne. Il vous permet d'adapter votre navigateur à vos intérêts spécifiques. N'oubliez pas, vous pouvez combiner plusieurs modes et composants pour une expérience vraiment unique. Les options de personnalisation sont aussi illimitées que les mondes explorés. Ils comprennent des fonds d'écran animés et en direct, de la musique de fond, des sons de clavier et d'onglets, des écrans d'accueil personnalisés et plus. Vous pouvez aussi détacher les vidéos du navigateur dans un cadre flottant redimensionnable. Restez plongé dans vos univers fantastiques télé favoris tout en accomplissant vos tâches quotidiennes, aussi simple que d'utiliser la baguette de Merlin. Il vous suffit de cliquer sur le bouton à gauche et la vidéo en fenêtre vous suivra sur tous les onglets ouverts. Vous pouvez désormais apprécier une vidéo de folie médiévale en jouant à vos jeux vidéo fantastiques favoris et plus. GX dispose d'un outil d'importation qui vous permet de transférer rapidement vos paramètres depuis votre ancien navigateur, tels que l'historique, les favoris et les cookies. Il est également compatible avec toutes les extensions de Google Chrome. Alors qu'attendez-vous? Utilisez le lien en description pour installer Opera GX. Bienvenue à la folie médiévale pour la vidéo d'aujourd'hui. Dans l'Égypte ancienne, le médecin de cour et grand prêtre Eurie du VIe siècle n'était pas seulement l'ophtalmologue du roi, mais aussi le médecin du ventre du roi, et je cite, le berger de l'anus du roi. Il est probable que les Grecs, qui étaient légendaires pour leurs théories et pratiques médicales et les premiers à laisser un enregistrement de leurs accomplissements, ont tiré beaucoup de leurs traditions scientifiques de l'Égypte ancienne. Au Moyen-Âge, de nombreux médecins islamiques ont écrit des livres sur l'œil. Alan ibn Issa a écrit le carnet de l'occultiste autour de 1010, qui contenait des descriptions de plus de 100 maladies de l'œil. Dans son traité, le livre des choix dans le traitement des maladies des yeux, Amr al-Mursali a décrit 6 cas dans lesquels il a utilisé sa propre invention pour traiter les cataractes molles. L'instrument était une fine aiguille, creuse, très semblable à une seringue hypodermique. Al-Masaili a écrit « Puis j'ai construit l'aiguille creuse, un homme est venu pour l'opération. Je l'ai opéré avec l'aiguille et j'ai extrait la cataracte et il a vu immédiatement. Je n'ai bandé son œil que pendant 7 jours. Avec cette aiguille, personne ne m'a précédé. J'ai effectué de nombreuses opérations avec elle en Égypte. » Les médiévaux européens ont été fortement influencés par les connaissances médicales des savants islamiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Entre le 8e et le 14e siècle, l'âge d'or islamique a connu des avancées majeures en anatomie, chirurgie et pharmacologie. Les croisades ont aussi contribué à l'échange de connaissances et techniques médicales entre Orient et Occident. Al-Zahraoui, également connu sous son nom latin Abaqazis, était un chirurgien, médecin et chimiste arabe de la région d'Al-Andalus, gouverné par les musulmans de la péninsule ibérique. Il a écrit une encyclopédie en 30 volumes intitulée Kitab al-Tashrif, le livre de chirurgie. La renommée de son livre s'est répandue non seulement dans le monde islamique, mais aussi en Occident, et il a été traduit en latin dans la seconde moitié du XIIe siècle.
Le dernier et 30e volume de son magnum opus s'appelle « Sur la chirurgie et les instruments ». Il décrit quels outils utiliser pour des procédures céciateurs spécifiques, y compris des diagrammes. Alpacacius a également décrit un instrument semblable à la seringue pour irriguer la vessie. Citation, lorsqu'il se produit un ulcère dans la vessie ou qu'il y a un caillot de sang ou un dépôt de pus et que vous souhaitez y instiller des lotions et des médicaments, cela se fait à l'aide d'un instrument appelé un il continu. Citation, il est fait d'argent ou d'ivoire, creux avec un long tube fin comme une sonde, entièrement creux, sauf pour l'extrémité qui est d'as solide avec 3 trous dedans. La partie creuse contenant un piston est exactement de la taille pour être fermée par celui-ci de sorte que tout liquide est aspiré avec lui lorsque vous le tirez vers le haut et lorsque vous le pressez vers le bas, il est expulsé en jet. Trempez l'extrémité de la seringue dans le fluide et tirez le piston vers le haut, puis introduisez l'extrémité dans l'urètre et expulsez le fluide dans la vessie. Sondes écotères. Il existait différents types de ces instruments, généralement fabriqués à partir de métal creux ou solide qui pouvaient être chauffés si nécessaire. Selon leur utilisation, ils étaient souvent interchangeables. Par exemple, en ce qui concerne un mal de dents dû au froid ou s'il y a un ver dans la dent, les médiévaux croyaient que la carie dentaire était causée par de petits vers vivants à l'intérieur de la dent et la rongeant. Pour un diagnostic de mal de dents, alors je cite, « Prenez du lait de vache et laissez-le bouillir, puis prenez de la hubate, enroulez-la autour du sommet d'une sonde, trempez-la dans le beurre bouillant et appliquez-la rapidement sur la dent douloureuse et maintenez-la là jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Répétez cela plusieurs fois. Ou prenez un tube de bronze ou de fer, chauffez-le dans le feu et appliquez-le sur la dent elle-même. Faites cela plusieurs fois. La douleur partira certainement le même jour ou le lendemain. » Un cautère peut avoir plus d'une pointe, comme dans le cas du traitement d'une épaule disloquée, où il est recommandé qu'après avoir remis en place la dislocation, un cautère chauffé à 3 pointes soit enfoncé à travers le pli de la peau. Parce que la peau a été pincée en un pli, cela causera 6 brûlures qui devraient être traitées avec, je cite, des fuites bien écrasées avec du sel. Ainsi, l'articulation gagnera en force et l'humidité disparaîtra et le patient sera guéri. Perceuse. Le trépanage des crânes humains se pratique depuis des milliers d'années et c'est la plus ancienne procédure médicale dont nous avons des preuves. Les archéologues ont découvert des crânes partout dans le monde avec des trous parfaitement ronds percés en eux. Le patient aurait pu subir l'opération pour une variété de raisons. Peut-être était-ce pour enlever des morceaux d'os cassés en cas de blessure à la tête, ou il se pourrait qu'ils aient été percés délibérément pour libérer les mauvais esprits censés causer des maladies mentales ou de l'épilepsie. Cela aurait même pu être une tentative de ressusciter les morts. Au Moyen-Âge, des forêts métalliques à mèche cylindrique servaient à prélever un morceau rond de crâne. Les médiévaux pensaient que percer un trou dans la tête serait un moyen de libérer de mauvais airs ou des vapeurs maléfiques et était recommandé pour les cas de folie ou de mélancolie. Dans sa peinture de la fin du XVe siècle, Le remède à la folie, Hieronymus Bosch a représenté une trépanation pratiquée sur un simple d'esprit. C'était une procédure acceptée même pour la royauté. Philippe d'Orange a été trépané 17 fois par son médecin. Dans son livre La pratique de la psychique, publié en 1668, le médecin français Lazare Rivière a écrit, je cite, « Si tous les moyens échouent, le dernier remède est d'ouvrir la partie du crâne avec un trépan. Ainsi l'air mauvais peut s'échapper. » Par ce moyen, de nombreuses épilepsies désespérées ont été guéries et cela peut être fait en toute sécurité si le chirurgien est compétent. Apocasius a également écrit à propos d'un trépan ou d'une perceuse qui pourrait, je cite, percer l'os tout autour d'une arme coincée dans un os. Siaos. Pour les membres gangrenés ou gravement fracturés, une seule option s'imposait, l'amputation. Nos cas décrivirent la technique pour traiter, je cite, « un os proéminent qui a été fracturé en plaçant un bloc de bois ou une planche fermement sous l'os, afin qu'il n'y ait aucun obstacle à la coupe de la scie. La coupe à la scie devrait être à une certaine distance de la partie malade. Si la maladie se trouve dans l'articulation entre deux membres, alors il n'y a rien d'autre à faire que de gratter. Il existe un grand nombre d'instruments de coupe et de scie pour couper ces os, variant leur épaisseur ou leur finesse, leur grandeur ou leur petitesse, leur dureté ou leur spongiosité. Quelle est la probabilité de survie d'un patient suite à un tel traumatisme ?
S'ils sont sur le champ de bataille, les chances sont assez minces, avec une probabilité d'autres blessures et d'infections qui s'installent, mais si l'opération a été réalisée dans un cadre plus serein, alors qui sait? La rapidité de l'amputation et la qualité de la procédure auraient un effet profond sur le résultat. Forceps. L'extraction de flèches était courante. Se faire tirer dessus semblait être un risque professionnel pour les médiévaux, qui étaient généralement en guerre, soit entre eux, soit contre d'autres pays. Abacus a décrit les différents types de flèches, je cite, certaines grandes, certaines petites, certaines avec des têtes creuses et certaines solides avec 3 ou 4 angles. Certaines ont des langues ou des pointes. Il a conseillé d'enlever les pointes de flèches incrustées en élargissant la plaie et en utilisant des pinces pour les extraire. Dans un cas particulier, il a dû continuer à revenir vers le patient parce que lorsqu'il tirait sur la flèche, elle ne sortait pas jusqu'à ce que, je cite, « un jour il l'ait attrapée avec une paire de pinces de Tarnt solides ». L'ensemble du processus de fouille pour trouver l'objet a pris plus de 4 mois. Lors de l'enlèvement des pointes de flèche, Albacas les a avertis que, je cite, « si vous observez les signes de la mort tels qu'un liquide blanc qui ressemble à de la bouillie sortant du site de la blessure à la tête, ou si de la nourriture non digérée sort d'une blessure à l'estomac, ou si des excréments sortent d'une blessure à l'abdomen, alors, je cite, « vous devez éviter l'extraction de la flèche dans ce cas, car la mort suivra généralement. » D'autres cas prévoyaient également l'utilisation de forceps lors de l'accouchement des bébés. Extracteur de balles. Les armes à feu étaient utilisées dès le XIIe siècle. Au début, la plupart des blessures par balle étaient superficielles et pouvaient être facilement enlevées, car elles étaient près de la surface de la peau. Au cours du Moyen-Âge, l'innovation en matière d'armes s'est sophistiquée et le mousquet est apparu au début du XVIe siècle. Cette arme était assez puissante avec des balles en plomb qui pouvaient percer les armures lourdes et pénétrer plus profondément dans le corps. La principale cause de préoccupation était l'infection lors du traitement des blessés, et à cause de cela, une balle devait être retirée aussi rapidement et aussi proprement que possible. L'extracteur de balles de type vis était un tube métallique creux, avec des poignées à une extrémité. Une vis centrale entre les poignées permettait d'étendre la pointe de l'extracteur de balles. L'opérateur insérerait l'extrémité longue de l'extracteur dans la blessure, puis la vis centrale serait tournée jusqu'à ce qu'elle perce le métal mou de la balle. Ensuite, la vis pouvait être tournée dans la direction opposée pour retirer la balle de la chair en espérant que le patient ne saignerait pas à mort. En 1268, un frère anglais nommé Roger Bacon a écrit son Opus Majus, un travail couvrant tous les aspects des sciences naturelles. Dans la partie 5, l'étude de l'optique, il a expliqué comment une simple lentille courbée de l'épaisseur de son rayon pouvait agrandir le texte lorsqu'elle reposait sur une page. Plusieurs médecins arabes ont fait des découvertes ophtalmiques significatives durant le Moyen-Âge. Les Grecs et les Romains avaient des idées sur la lumière et la vision, mais ce n'est qu'avec Alexandre d'Espina, qui est mort au début du XIVe siècle, que les lunettes ont été réinventées et sont devenues populaires auprès des moines en Occident. D'Espina, un frère dominicain de Pise, a eu la brillante idée d'équilibrer les lentilles devant les yeux, créant ainsi les premières lunettes du monde. Peu de laïcs savaient-ils lire à l'époque, mais le clergé les a trouvés inestimables lors de la transcription et de la traduction de manuscrits. Dox douteux. Chaque fois qu'il y a de l'argent à gagner, il y aura toujours des escrocs. Le monde médiéval de la médecine, en particulier l'ophtalmologie, n'était pas une exception. Dans l'Empire ottoman, des médecins itinérants spécialisés en ophtalmologie étaient appelés fils de l'hirondelle. Ils opérèrent les patients atteints de cataracte avec des couteaux, souvent avec des résultats désastreux, expliquant probablement leurs fréquents déplacements. Dans le monde arabe, Dix traité sur l'œil, écrit par Hunayn ibn Ishaq, servait de modèle à tous les futurs chirurgiens ophtalmologues. Toute personne souhaitant pratiquer la chirurgie oculaire devait prouver qu'elle comprenait l'anatomie décrite dans le livre avant de recevoir l'autorisation. Il y avait aussi des inspections aléatoires. Un murtazib pouvait arriver à tout moment pour observer la procédure et imposer des amendes à quiconque effectuait en dessous du standard autorisé. Les punitions pour une mauvaise chirurgie allaient d'un avertissement de châtiment divin le jour de la résurrection à une bastonnade sur la plante des pieds. Ils inspectaient les magasins et pouvaient punir sévèrement les cuisiniers qui vendèrent de la viande pourrie en les faisant bouillir vivants dans leurs marmites et les boulangers qui escroquaient les clients en les jetant dans leur four. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos, une nouvelle est publiée chaque semaine.
Alors, jusqu'à la prochaine fois, j'espère que tout le monde passera une semaine incroyable. À votre santé!